Au sommaire de ce nouveau Par 78, l'invité, une star du football, le génial Vincent Guérin. Gros plan sur l'événement des balles blanches qui s'est déroulé le 6 juin dernier au golf du Prieuré. Matériel, le golfboard ou une planche de surf électrique pour jouer au golf. Retour sur l'Open de France avec le meilleur français Mike Lorenzo Vera et le vainqueur du tournoi Tommy Fleetwood. Sans oublier naturellement le conseil des pros. Alors, je suis en compagnie de quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration. J'avais une grande admiration pour lui sur les terrains de foot. C'est Vincent Guérin. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors là, nous sommes aux balles blanches parce que vous êtes de ceux qui participent, des personnalités qui participent à cette réunion qui vient en appui aux enfants qui sont hospitalisés. Et puis parce que le golf est devenu important aussi pour vous. Ouais, c'est une pratique évidemment qui est un peu nouvelle parce que évidemment il y a eu la pratique footballistique, Ouais. mais l'après-carrière, on s'est un petit peu évertué à trouver une autre pratique et c'est vrai que le golf est intéressant de ce côté-là. Il y a beaucoup de footballeurs. Hein, oui, il y a Jérôme Lonto ici, il y a Laurent Blanc, il y a Alain Roche. Il y en a beaucoup, qui jouent au golf. Antoine Comboiré, voilà. Et qui sont des très bons golfeurs. Vous aussi? Un peu moins, parce que moi j'ai moins mordu encore à l'hameçon qu'eux, parce qu'ils étaient en permanence, mais c'est en tout cas une pratique et un sport très intéressant et très plaisant. Alors on va revenir un petit peu sur votre carrière footballistique, parce que évidemment, je disais, vous avez été le héros de beaucoup d'animateurs de football et de supporters. Vous avez été un des joueurs emblématiques et du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Comment c'est venu le football dans votre vie ? Très tôt, très jeune, comme un gamin, voilà, tout simplement. Puis après, on a été piqué par la passion, par le plaisir de s'amuser individuellement et puis avec les copains. Et puis voilà. Puis après, il y a eu un petit peu de talent et la chance d'aller vers le niveau. Beaucoup de talent, beaucoup de talent. Un peu de chance aussi. Et puis une carrière alors qui vous conduit. L'apogée, c'est quoi? C'est le Paris Saint-Germain? Il y a eu l'équipe de France quand même. L'équipe de France. On a fait quand même une demi-finale à l'Euro 96 en Angleterre. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Vous êtes dans l'équipe de France de 98? Ouais, parce que effectivement, il y en a 8, je crois, sur les 11. Maintenant, je fais partie des 3 qui n'ont pas continué l'aventure en 98. Vous le regrettez un peu, non? Non, c'est comme ça. Il faut pas avoir de regrets, c'est comme ça. Non, c'était déjà un grand plaisir. Et puis après, j'ai été sélectionné dans l'équipe d'Europe. Il y a eu un match 6 mois après avec les meilleurs joueurs de l'Euro. Je faisais partie de ceux-là, donc ça c'était un grand plaisir parce que c'était un petit peu un clin d'œil par rapport aux gamins que j'étais où on se faisait un petit peu des rêves, évidemment un peu plus loin en tant qu'adulte. Alors 96, c'est juste avant l'équipe championne du monde de 98. Vous avez jamais regretté d'avoir arrêté à ce moment-là? C'est comme ça, il faut pas avoir de regrets, c'est la vie. Ça fait partie des aléas d'un parcours de sportif, mais moi j'en ai bien profité. J'ai eu cette chance d'aller vers le haut niveau, donc non, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Et puis on n'est jamais de rien, c'est-à-dire que l'équipe de France de 98, elle naît aussi de ce qui s'est passé un peu avant. Oui, c'était un peu la génération 90-2000. On a eu la chance d'avoir une équipe de France très forte, mais parce que les équipes de club étaient très fortes aussi. Il y a eu Monaco qui a fait une finale de Coupe d'Europe, il y a eu Bordeaux, il y a eu nous, on a fait 2. Marseille en a fait 2, donc il y a eu beaucoup de très bonnes équipes françaises avec de très grands joueurs. C'est pour ça que la génération 90-2000 a été brillante. Ça fait une vingtaine d'années donc maintenant que vous avez arrêté le très haut niveau. Qu'est-ce qui a changé dans le foot depuis 20 ans? Beaucoup de choses, oui. L'environnement économique déjà, c'est vrai que financièrement aujourd'hui, ne serait-ce que les droits télé et puis les salaires des joueurs n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Et puis vous regrettez ça, non? Oui, évidemment, on aurait bien aimé en profiter. Oui. Mais c'est comme ça, c'est ce que pourrait dire. C'est ce qu'aurait pu dire évidemment la génération Platini aujourd'hui, par rapport à nous, notre génération. Mais bon, c'est comme ça.
ça fait partie de la vie, les aléas, et c'est pareil. Malheureusement, c'est facteur de société. Alors, quand on est un sportif de très haut niveau comme vous, évidemment, se pose le problème de la reconversion. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, ouais. Vous avez travaillé dans le foot, vous avez été entraîneur notamment de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain, avec de très bons joueurs. Vous avez amené des gens comme Sacco, des gens qui sont maintenant au haut de l'affiche. Oui, bien sûr, Chantôme. Il y en a 12 qui font une carrière professionnelle, donc ça c'est une grande satisfaction. Puis bon, j'ai fait une école de journalisme. Oui, alors c'est ça. J'ai fait l'IPJ pendant 2 ans, et puis je travaillais un petit peu. J'ai travaillé pendant très longtemps, évidemment, comme consultant pour des chaînes radio, télé, et puis je continue encore aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que la reconversion, c'est un sacré sujet. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, à rien faire, à regarder les autres. Non, à un moment donné, on a besoin de s'épanouir dans autre chose et puis de trouver sa voie. Et c'est ce qui est plus difficile, c'est de véritablement trouver la bonne opportunité, puis d'avoir des envies dans lesquelles on va vraiment s'épanouir pleinement. Alors, vous avez monté une société avec un associé qui s'appelle Yann Lemel? Oui, tout à fait, oui. Qui s'appelle Vincent Guérin Sport, VGS. Ouais. Alors, cette société, elle consiste en quoi? Qu'est-ce qu'elle organise? Alors, il y a 3 filières principales. On organise des événements en relations publiques sur des événements sportifs existants. Donc, on emmène des gens de société sur des événements dans différents sports. Le foot, évidemment, en particulier, mais ça peut être le rugby, le tennis, et d'autres sports. Et puis après, deuxième secteur, c'est plus de la création d'événements, toujours qui vont être au sport. Donc on fait des journées golfiques avec des sociétés, des personnalités. On fait un tournoi de football aussi à 5. Trophée des légendes, non? Voilà, exactement, le tournoi des légendes. Le tournoi des légendes, Trophée des légendes, c'est en golf. C'est le tournoi des légendes où on associe un milieu de l'entreprise, une association qui est un ballon pour l'insertion, c'est une association qui s'occupe des sans-abri. Et puis on introduit un ancien joueur professionnel dans chaque équipe qui participe à cette journée. C'est très festif pour ceux qui participent. Voilà, tout à fait. Et puis un troisième univers où on fait du séminaire, du team building, de la soirée événementielle. Voilà un petit peu les 3 filières dans lesquelles on travaille. Donc vous êtes heureux? Oui, on essaye de se rendre heureux avec ces activités multiples, effectivement. Je reviens un dernier mot sur le Paris Saint-Germain. Donc, je disais, vous avez été un des joueurs emblématiques. On dit parfois que le nouveau Paris Saint-Germain oublie un peu le passé. On avait vu Zlatan Ibrahimovic qui disait avant nous, il n'y avait rien eu, quoi. Et certains disent, au fond, dans les grands clubs comme le Barça, comme le Real, il y a d'anciens grands joueurs qui sont là pour représenter le club, pour en être l'ambassadeur. Oui, bien sûr. Est-ce que si on vous proposait une fonction comme ça vous plairait? Ah bah oui, bien sûr, on y reviendrait évidemment en courant. Est-ce que vous pensez que ça manque d'abord? Oui, je pense que ça manque clairement au club. Je pense que ça manque d'identité et pour la crédibilité dans différents postes, parce que les univers peuvent être très larges dans un club. Je pense que c'est important d'avoir cette légitimité, d'avoir des anciens joueurs, ne serait-ce qu'au niveau des plus jeunes, par rapport aux parents, de pouvoir parler évidemment de choses que l'on connaît bien, parce qu'on a été professionnel. C'est toujours important d'avoir cette image et de pouvoir en tout cas avoir cette crédibilité par rapport à ses parents qui peuvent évidemment inscrire leurs jeunes. Mais c'est juste un pan, je dirais. Oui. Il peut y avoir évidemment dans divers secteurs du club des besoins d'anciens joueurs, parce que je pense que dans les instances aussi, ça peut être important. Ça peut être important. Alors, je reviens un petit peu au golf. Dans un an, à peu près, il y aura la Ryder Cup, superbe événement. Le parcours du golf national. Quand on est un grand sportif comme vous, par exemple, c'est quelque chose qui vous excite? Ah bah ouais, complètement. Ça va être l'une des première grande manifestation golfique internationale. Enfin, pour moi, je vais découvrir. Donc, je trépigne un peu d'impatience de voir tous ces grands joueurs et cet événement arriver en France très bientôt. Vous ne serez pas au niveau pour y participer hein? Non, ça risque d'être compliqué. Non, je ne serai pas à ce niveau-là, mais ça serait intéressant de voir justement les pratiques des très grands joueurs pour pouvoir un petit peu s'initier et progresser. Absolument, oui, il faut le regarder de temps en temps. Ouais, c'est intéressant, les comportements. Merci infiniment, Vincent Guérin. Merci, Patrice. Et longue vie donc à votre société et à vous, évidemment. Merci. À très bientôt.
L'actrice Laetitia Fourcade, la journaliste de Canal+, Astrid Barr et le plus célèbre des gardiens de but, Jérôme Alonso, sont les 3 parrains de cette nouvelle édition des Balles Blanches. C'était le 6 juin dernier au golf du Prieuré, sous l'œil de son directeur Jean-François Molina et du président et organisateur des Balles Blanches, Éric Duquesne. On organise avec une 60aine de personnalités du monde du sport, spectacle et autres, une compétition où on fait venir une 30aine d'enfants de différents milieux hospitaliers pour financer différents projets pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Quelques heures plus tard, on pouvait admirer le swing de Jérôme Alonso ou celui d'un autre footballeur, gaucher cette fois, le grand Vincent Guérin. Il y a la cause qui fait que toutes ces personnalités se mobilisent. On a aussi des comédiens comme Bruno Solo, Danny Boone. On a pas mal de belles personnalités qui viennent, mais c'est vraiment le cœur qui parle d'abord. Disons qu'en fait, cette démarche, c'était surtout pour montrer le sérieux de l'association et vraiment démontrer que, en fait, on peut nous faire confiance pour des projets. Mais les Balles Blanches, c'est d'abord toute une journée inoubliable pour des enfants dont le quotidien est celui de l'hôpital. Ils viennent, ils arrivent, ils sont un petit peu impressionnés, on voit pas beaucoup de sourires et en fait au fur et à mesure de la journée, ils voient de nombreuses personnalités et on organise différentes activités pour eux et donc ils repartent, ils ont la banane et au premier virage ils dorment parce qu'ils ont passé une journée extraordinaire. Ici, ils sont en traîneau ou alors ils s'adonnent à la création picturale. Ils font jouer leurs muscles ou tentent même de s'adonner au tennis de table. Le golf au service d'une cause humanitaire, c'est cela, la philosophie des Balles Blanches. Alors je suis sur un engin formidable que je suis ravi de vous présenter, ça s'appelle le Golf Board. Ça va révolutionner à mon avis le golf et je vais en parler avec son importateur en France qui s'appelle Monsieur Baquier. Alors je ne suis pas encore tout à fait à l'aise encore dans le maniement de cet engin, mais c'est extrêmement stable, c'est formidable. Et alors ça va permettre, évidemment c'est une alternative à la voiture, quoi. Une alternative à la voiture, mais pas qu'une, alternative aussi à la marche, puisque le golfboard reste aussi un sport. On associe un sport de glisse avec notre sport, le golf. C'est ça. Oui, c'est un peu. C'est adapté du snowboard un peu. Alors snowboard, skate, ou surf, du skate, oui. On ressent vraiment les sensations de glisse, mais sur la pelouse, sur le fairway. Alors quand je disais que ça allait révolutionner le golf, on a fait des calculs, vous avez fait des calculs, ça permet de faire un parcours de 18 trous assez rapidement en fait. Alors on augmente la fréquence de jeu, on a des tests qui ont été faits, qui nous permettent aujourd'hui de faire 18 trous en 2h30. En 2h30. Alors c'est assez facile, hein. Vous me ferez une démonstration après de maniement, mais si on se penche à gauche, on va à gauche, si on se penche à droite, on va à droite, et puis on peut arrêter d'accélérer quand on veut, donc il n'y a aucun risque. Alors aucun risque, il a été étudié pour être totalement sécurisé, il est 4 roues motrices, un pont autobloquant qui permet de ne pas descendre et de ne pas monter tout seul. Et il faut quoi, 2-3 trous pour maîtriser l'engin, quoi? Selon les personnes. Selon les personnes. Je pense qu'il en faudra peut-être 4, Patrice. Ouais, je vais peut-être aller dans l'eau là, mais bon, c'est pas très grave. Alors, un mot, cet engin qui est donc le golfboard, vous allez le louer en leasing à des clubs de golf. Oui. Et ensuite, les golfeurs vont louer comme on loue une voiture. Tout à fait, ça sera vraisemblablement au prix d'une voiturette. Au prix d'une voiturette. Et évidemment, c'est à la fois ludique et à la fois, ça permet de jouer plus vite. Alors, il faut être souple parfois. Hop là, alors là... Quand on est mal, on s'arrête. Regardez, là, je suis dans la pente. Oui, alors on a une marche arrière. Quand on a un obstacle, en fait, regardez Patrice, je vais faire une marche arrière en m'inclinant un petit peu pour retourner. Je vais m'arrêter, il s'arrête tout seul. Je repasse la marche avant et je me remets dans le sens du fairway.
Et là, hop là, moi j'ai failli faire une bêtise, mais alors c'est très simple, il suffit d'arrêter, vous n'appuyez, vous n'accélérez plus, donc le truc s'arrête et c'est une stabilité à toute épreuve, quoi. C'est absolument incroyable. Hein Oui, ça a été étudié pour que le golfeur soit vraiment en sécurité. Dans toutes les situations, que ce soit en montée ou en descente, le golfeur va s'arrêter. Dès qu'on lâche l'accélérateur, on est en sécurité sur la planche. C'est fait pour tous les parcours, hein, que les parcours soient plats ou que les parcours soient en montée ou en descente. Hein. Tout à fait. Là où passe la voiturette, le golfboard passera. C'est pas seulement étudié pour tous les parcours, c'est étudié pour tous les golfeurs. C'est-à-dire les seniors et les jeunes peuvent l'utiliser en toute sécurité. Alors ce qu'on peut penser, c'est comme c'est très ludique quand même. Ça ajoute un moment de ludique à la pratique du golf. Ça va peut-être amener des nouveaux golfeurs, une nouvelle clientèle. Une nouvelle démographie de golfeurs. C'est vrai qu'on dépoussière un petit peu l'image négative à tort de notre sport. Et on espère que le golfboard va amener de plus de jeunes joueurs avant la Ryder Cup. Alors, si on veut voir comment ça fonctionne, vous avez un site, hein? Oui, tout à fait. On a notre site, donc golfboard.fr. Vous avez toutes les vidéos démonstratives, explicatives sur notre produit. Il y a plein de vidéos de la démonstration qui sont formidables. En fait, sur les réseaux sociaux, les clients qui louent les golfboards se prennent en vidéo et les postent donc, sur les réseaux sociaux connus. Et vous pouvez voir donc des personnes anonymes utiliser le golfboard de manière tout à fait ludique. Alors, pour pas que les golfeurs soient déçus, évidemment, vous n'êtes pas encore dans tous les golfs en France. On peut donner à peu près Vous avez l'idée de quand les premiers golfboards seront alloués? Pour l'instant, nous sommes en roadshow avec la chaîne Blue Green jusqu'à mi-juillet. Je pense qu'à partir de début août, vous pourrez tester le golfboard dans plusieurs golfs en France et vous serez tenu informé de l'évolution du golfboard en France sur notre site internet. Il n'y en a pas encore en France, mais il y en a aux États-Unis notamment. Alors, aujourd'hui, il y a 3000 golfboards qui circulent sur plus de 300 courses dans le monde. On a notamment placé dans le golfe de St Andrews en Écosse, un petit peu la Mecque du golf. Donc voilà, c'est pas contre le golf traditionnel, non, au contraire. On respecte les traditions du golf. On ajoute juste une touche un petit peu fun. À savoir que le golfboard respecte également le fairway. Il abîme beaucoup moins qu'une voiturette ou qu'un chariot manuel. Et d'ailleurs, des greenkeepers, des gens qui travaillent dans les golfs peuvent se servir du oui, golfboard. tout à fait. Il est étudié. Donc on a pour mettre des graines ou du sable, on a des systèmes de rangement pour que le greenkeeper puisse prendre soin de son terrain. Alors un mot sur la technologie parce qu'elle est extrêmement moderne. Ce sont des moteurs électriques. Ils se rechargent très vite. Alors temps de charge 2 heures, autonomie 24 heures selon les conditions, terrain gras, terrain vallonné, poids du golfeur. On peut faire minimum 36 trous avec. Ah oui, pas mal. Et ce sont des ingénieurs très 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 doués. Hein, alors c'est l'ingénierie de l'industrie automobile américaine, l'industrie de luxe pour ne pas la citer, avec des batteries électriques formidables. Tout à fait. Pas dire son nom. Des batteries au lithium-ion qui respectent l'environnement et qui ne nuisent pas à la... Donc c'est écologique, c'est ludique, ça va changer un peu la pratique du golf. C'est très amusant à conduire, c'est très facile. J'arrive presque maintenant comme si j'étais un pro. Tout à fait. Le golfboard. Tout à fait. Donc c'est formidable. Donc on vous souhaite une grande réussite en France parce que je crois que c'est quelque chose qui va un peu changer, je disais, la vie des golfeurs. Merci beaucoup Patrice. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. C'est l'homme en forme du moment, il l'a prouvé sur les greens du golf national. Tommy Fleetwood, 26 ans, 4e du dernier US Open, a remporté la 101e édition de l'Open de France. Pour sa 5e apparition à Saint-Quentin-en-Yvelines, la première depuis 2010, le fantasque britannique totalise un score de -12 au total avec une carte de 66 soit 5 coups sous le par le dimanche. Je pense que c'était vraiment important de bien jouer cette semaine. Tout le monde a joué à un très bon niveau pour avoir un bon résultat. Le parcours était très agréable et cela m'a permis d'avoir un swing très performant. Un swing qui lui a permis de devenir le premier Anglais à remporter l'Open de France depuis 2007 et la victoire de Graham Storm. Une performance saluée par les milliers de spectateurs venus pour profiter du spectacle le dimanche. Je pense que c'est un joueur dont on entendra beaucoup parler dans le futur. Magnifique, super joueur. C'est une nouvelle génération qui arrive et ils sont super, très très bien.
Du côté des tricolores, on attendait le meilleur français au classement mondial Alexander Lévy ou l'imprévisible Victor Dubuisson. C'est finalement Mike Lorenzo Vera qui a réalisé la meilleure performance des Bleus sur le parcours de l'Albatros avec un -8 au total. Un score qui lui permet de terminer 3e du tournoi et de se qualifier pour le British Open. Une première pour le Basque de 32 ans. Il y a eu du bon golf, une bonne attitude, voilà, tout qui a bien tenu. Une belle partie en plus le dimanche avec Lee Westwood, ça c'était cool. On s'entend bien, on joue bien les deux, donc c'était un bon moment. Et ça fait bien plaisir puisque vraiment les gens ont été top depuis le début de la semaine, à chaque fois, voilà, toujours des mots gentils, toujours voilà, vraiment des amours, quoi. Après cette 3e place, Mike Lorenzo Vera voudrait succéder à Thomas Levé l'année prochaine sur le golf national. Le dernier vainqueur français à l'Open de France c'était en 2011. Pour notre premier swing de champion de l'année, nous avons choisi le joueur français en forme du moment, Michael Lorenzo Vera. Michael, c'est la machine à swinger du golf français, c'est Mr. Swing. Son entraîneur Benoît du Colombier en parle en termes très élogieux. Michael, c'est grip parfait, posture parfaite, parfaite coordination, le tout au service d'un rythme parfaitement harmonieux. Regardons ensemble ce qui, dans le swing de Michael Lorenzo Vera, peut nous aider à améliorer notre pratique quotidienne. Une organisation idéale devant la balle, c'est un dos plat, des appuis vers l'avant des chaussures par les abdos et vers la balle, l'aplomb de l'arrière de l'épaule passant par le bout du grip, devant les genoux et le milieu des lacets. On retrouve la coordination du backswing de Michael dans cette illustration. On doit imaginer ici un vinyle où le centre serait le corps et l'extérieur la tête de club. On voit ici que le corps, les mains et la tête de club fonctionnent ensemble tout le début du backswing. De manière coordonnée, la tête de club va plus vite que les mains et les mains plus vite que le corps. De cette manière, vers le sommet de l'élan, l'épaule gauche, les mains et la tête de club sont encore en train de bouger ensemble pour compléter le sommet de l'élan. Si on s'intéresse ici à sa reprise d'appui vers la cible, harmonieusement, son épaule gauche et son genou gauche reprennent la direction de la cible en se dissociant du menton. Le corps a repris sa position centrale, mais le côté gauche, tout en avançant, ne vient jamais frapper dans le mur imaginaire de l'extérieur du pied gauche. L'épaule droite prend le relais pour venir frapper au niveau du point bas dans un swing complètement centré et coordonné. L'épaule droite ne cesse jamais d'avancer pour se stabiliser simplement au finish en L inversé. Une posture juste et engagée. Un backswing où la tête de club, les mains et le dos sont parfaitement coordonnés. Une transition épaule gauche, genou gauche idéale jusqu'au mur imaginaire de l'aplomb du pied gauche. Et une épaule droite qui joue un rôle prédominant dans la traversée et dans le follow-through. Michael, c'est un vrai swing de champion. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.